le journal. Ibrahima Traoré. À la une de ce 13h dimanche, la fin des travaux de la 59e session ordinaire des États membres du Conseil des ministres des États membres du Liptako Gourma. La rencontre a adopté un budget annuel de plus de 10 milliards 900 millions de francs CFA. Les détails dès le début de ce journal avec Mamari Kone. Des visites citoyennes au musée national hier, c'était au tour du ministre de la refondation de l'État et du personnel de son département de s'y rendre. Objectif donc de ce concept dénommé visite citoyenne, inciter les Maliens vers les merveilles que nos musées conservent. À suivre l'actualité internationale avec notamment le Burkina Faso où des manifestants sont sortis hier massivement pour soutenir la transition et réclamer le départ des soldats français du Burkina Faso. Et puis, à suivre également dans l'actualité internationale, le vote, des législatives en Tunisie. Depuis ce matin, des bureaux de vote sont ouverts pour élire les députés de ce pays. Et toute l'actualité internationale à ne pas manquer dans cette édition. Le journal des sports, ce sera avec Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré, c'est un plaisir de vous retrouver dans 13 heures. Plaisir partagé. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Au menu, on a du football, du basketball et du tennis. Vous savez, le championnat d'Afrique des Nations tire vers sa fin. Les demi-finalistes sont connus depuis hier. Nous décortiquerons les affiches. Une semaine seulement après le CHAN, les compétitions africaines des clubs débutent. Certains clubs ont déjà commencé les préparatifs. On s'intéressera au FC Lupopo de Mohamed Magasuba. Et puis en NBA, on parlera du basketball. Joel Embiid, le Camerounais, continue de réaliser de belles performances. Ça a été encore le cas la nuit dernière. Le pivot des Sixers a marqué 47 points contre Denver de Nikola Jokic. On développera tout ça dans 13h dimanche. L'actu des sports à ne pas manqué. Invité de ce 13h dimanche, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Alhamdou Ag Ilien, nous donnera d'amples informations sur les dispositions prises pour rapatrier les Maliens en détresse dans certains pays, notamment au Niger. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Plus de 10 milliards 900 millions de francs CFA, c'est le budget 2023 adopté par le Conseil des ministres des États du Liptako Gourma. C'est à l'issue des travaux de la 59e session ordinaire de l'organisation. Le président du Conseil des ministres a invité le secrétariat exécutif à la mise en œuvre diligente des décisions importantes prises en vue de renforcer son efficacité. Le point avec Mamari Kone. Le communiqué final qui a sanctionné les travaux de cette 59e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma est une véritable boussole. Il donne des orientations au secrétariat exécutif et aux États membres en vue de l'atteinte de résultats probants. Hawa Aou, secrétaire exécutif par intérim de l'ALG. Le Conseil des ministres prend acte du rapport d'exécution du budget du secrétariat exécutif au 31 décembre 2022 et demande aux États membres le paiement à bonne date de leur contribution. Adopte le programme d'activité annuel 2023 du secrétariat exécutif. Arrête le budget de l'autorité pour l'exercice 2023, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 10 milliards 908 441 219 francs CFA. Fixe la contribution de chaque État membre à la somme de 184 75 184 francs CFA. Prend acte du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2021. À l'issue du huis clos, le Conseil des ministres a adopté le nouvel organigramme amendé du secrétariat exécutif. Le président du Conseil des ministres a salué le climat de franchise et de compréhension mutuelle tout au long des travaux. La ministre Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, président du Conseil des ministres de l'ALG. Je me réjouis de constater que le secrétariat exécutif de l'ALG, malgré certaines contraintes relevées, a pu mettre en œuvre l'essentiel des recommandations de la 58e session ordinaire du Conseil des ministres tenue à Niamey le 16 septembre 2022. Outre nos instructions, je note également que le secrétariat exécutif s'attelle à la finalisation du document d'orientation des politiques ainsi que le document de la stratégie d'intervention assorti d'un programme d'action prioritaire à soumettre très prochainement à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'ALG. À cet effet, je le félicite pour le travail bien accompli. La session a adressé des remerciements au président de la transition, le colonel Assimi Goïta,
au gouvernement et au peuple malien tout entier pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé aux différentes délégations. La 60e session aura lieu au Burkina Faso, courant 4e trimestre 2023. Le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions et le personnel de son département visite au musée national et au musée des armées. C'est dans le cadre d'un concept dénommé Visite citoyenne. Le but est d'inciter les Maliens vers les merveilles que nos musées conservent. Fousséni Tunkara. Nous sommes au musée national. Parmi les occupants de ces minibus, on identifie le ministre de la refondation de l'État. Ibrahim Ikassa Maïga, accompagné du personnel de son département, découvre les merveilles du musée national. De la salle des chefs-d'œuvre où on peut voir les objets rituels, en passant par la salle Le Mali millénaire et la salle des textiles, les hôtes du jour ont bien profité de cette visite citoyenne. Un concept mûri par la direction du musée national. Daouda Keïta, directeur du musée national. Il s'agit d'inviter les Maliens à venir découvrir leur patrimoine, d'inviter les Maliens à venir dialoguer avec leur patrimoine. Nous avons proposé aux visiteurs, chaque groupe de 30 personnes paye 10 000 francs. C'est vraiment une somme forfaitaire pour encourager encore les Maliens à venir au musée. Le musée dédié à notre outil de défense, qui n'est autre que l'armée malienne, a été aussi visité. Sous la conduite et les explications du colonel Ségoussi, cette délégation du ministère de la Refondation a pu se faire une idée de notre armée d'avant. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. L'adage, le dicton qui dit que nous fûmes quand les autres n'étaient pas, était une réalité. On peut la toucher du doigt en visitant en une journée, en une matinée, le musée national. Ce que nous vivons aujourd'hui en mal, c'est parce que nous n'avons pas tiré toutes les leçons de notre passé. Et c'est ce que nous devrons faire désormais. J'invite les Maliens à faire un tour. À l'issue de la visite dans les deux musées, le ministre Maïga a laissé des mots pour immortaliser ce passage. Au musée des armées, il a reçu un hippopotame en miniature comme symbole de la souveraineté retrouvée. Invité de ce 13h dimanche, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Alhamdou Ag Ilien, nous donne d'amples informations sur les dispositions prises pour rapatrier les Maliens en détresse dans certains pays, notamment au Niger. Déjà, plus de 140 volontaires ont été accueillis cette semaine à Bamako. Nous parlerons également avec vous tout à l'heure, monsieur le ministre, des Maliens de l'extérieur de façon générale. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le ministre. Bonjour, merci de m'avoir invité aussi. Alors, quelle est la situation des Maliens en détresse à l'étranger? Ils sont combien et dans quel pays? Bon, vous comprendrez que c'est difficile parce que la plupart de ces Maliens sont en clandestinité et donc ils travaillent à sorte qu'ils échappent au contrôle des autorités. Mais actuellement, nous avons sous la main à peu près 1200, un peu moins de 1200 Maliens qui sont en détresse connue et qui sont essentiellement dans le désert au nord du Niger, en Libye, aussi de l'Algérie, et puis quelques-uns qui sont en détention en Guinée équatoriale. Alors, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour ramener en toute sécurité ces Maliens en difficulté? Parlez-nous un peu du plan de retour de ces Maliens. Bon, c'est différent. Ils ne retournent pas tous. Certains, notamment en Guinée équatoriale, on travaille à ce qu'ils puissent sortir de prison et puis se mettre en régularité et rester sur place parce qu'ils gagnent déjà leur vie. Ils ont des activités génératrices de revenus qu'on ne peut pas forcément leur offrir ici immédiatement. Donc ça, c'est un cas particulier. C'est une question de régularisation. Et donc sur 179 qui étaient en prison, nous sommes aujourd'hui à 39, Dieu merci. Et je salue les associations des Maliens de l'extérieur qui ont contribué avec l'ambassade auprès de nous-mêmes pour cette amélioration. Mais le cas le plus urgent, c'est ce qui se passe actuellement au niveau du Sahara. Le Sahara d'une façon générale, qui est ces vastes espaces désertiques-là, qui partagent le Mali avec beaucoup d'autres pays. Nous avons là à peu près deux cas de figure aussi. Nous avons un premier cas de 750 migrants qui sont dans les centres d'accueil de Niamey, de Arlit et d'Agadez. Nous avons planifié avec l'OIM qui finance ces déplacements et leur prise en charge totale, le retour de 750 sur 5 vols. Le premier vol est arrivé déjà et j'étais moi-même à l'accueil et nous avons 149 personnes qui sont arrivées, dont une femme et son nourrisson, n'est-ce pas? Donc les autres vols vont commencer d'ici jusqu'à mi-février. Mais ça, c'est le cas le moins préoccupant parce que c'est des gens qui sont déjà encadrés, sécurisés et pris en charge sur le plan santé et nourriture. Ce qui nous préoccupe le plus urgent, c'est les 500
qui viennent d'être expulsés d'un pays voisin et brusquement arrivés sans aucune concertation à Assamaka, qui est un petit centre, et qui ont dépassé les capacités d'accueil et d'assistance de là. Et là, le gouvernement, tout de suite, à travers mon département, a pris les mesures nécessaires avec l'accompagnement du ministère des Finances pour estimer et débloquer les fonds nécessaires à leur insertion au niveau de la nourriture, au niveau des médicaments. Et avec les 750 qui vont quitter les centres déjà viabilisés du sud du Niger, nous allons les transporter pour les amener dans ces centres-là afin de pouvoir les nourrir, les protéger, les sécuriser, le temps qu'avec l'OIM, on puisse mettre en place un mécanisme de vol de rapatriement volontaire. Il y a aussi les gars de l'Ukraine, dont on ne parle pas beaucoup. Depuis l'éclatement de la crise ukrainienne, nous avions plus de 60 Maliens, dont certains étaient mariés et avaient fait souche en Ukraine, donc ils ne pouvaient pas quitter, qui ont été tout de suite pris en charge. Nous avons déjà tout de suite pris des mesures pour les donner les moyens de quitter d'abord les zones de guerre, quitter complètement le territoire ukrainien en second lieu, et puis se relocaliser dans les pays voisins. Et nous avons pris, pour ceux qui le veulent, des billets d'avion pour leur rapatriement ici. Alors, donc, si je vous comprends, de façon générale, les Maliens ne doivent plus se faire des soucis. Le gouvernement a une attention particulière en ce qui concerne leur situation partout où ils se trouvent, c'est ça ? Oui, le gouvernement partout suit les partenaires, les Maliens, et donne des instructions très claires au ministre que je suis pour les suivre, pour les accompagner, pour les sécuriser. Mais ce dont le gouvernement est le plus préoccupé, c'est la migration irrégulière. C'est-à-dire que le gouvernement lance des appels pour prévenir la migration irrégulière. Ce que nous voulons, c'est des migrations sûres, légales et ordonnées. Et quelle est la politique que vous développez pour l'insertion des Maliens qui reviennent ? Vous savez que le Mali a adopté ce qu'on appelle la PONAM, la politique nationale de la migration, depuis 2014. Et son plan d'action a été réactualisé en 2020. Et c'est l'une des meilleures politiques aujourd'hui, approuvée même par la CEDEAO à Abuja. Donc cette politique, elle prévoit d'abord de sécuriser, d'informer, de réinsérer. Et notre travail consiste à faire de la migration du développement durable pour contribuer au développement du pays. Donc nous travaillons d'abord à ce que la migration profite aux migrants lui-même et qu'elle ne soit pas du tout dangereuse ou nocive et qu'elle profite à long terme au développement du pays. Alors, et concrètement, quand ils reviennent, comment est-ce qu'ils sont insérés? Est-ce qu'il y a concrètement des projets qui sont développés ou qu'est-ce que le gouvernement fait pour bien accueillir ces migrants, monsieur le ministre? Nous avons toute une série de programmes avec nos partenaires ici de réinsertion des migrants. Nous en avons dans toutes les régions du Mali, particulièrement dans la région de Caille, et ils sont informés. Et ils peuvent s'informer auprès des ambassades et des consulats sur toutes ces offres que fait le gouvernement du Mali et ses partenaires. Et nous leur lançons un appel dans votre micro ici pour leur dire de venir s'installer dans le pays. Nous sommes prêts à les accompagner. À titre d'exemple, nous avons aidé à rapatrier 7300 cette année qui vont profiter du programme de réinsertion. En 2010, nous avons pu sauver de la misère 10 000 et nous avons aidé 12 000 migrants à se réinsérer dans leur communauté d'origine. Mais malheureusement, parallèlement à cela, ils continuent toujours à écouter les passeurs qui sont des criminels. Et nous avons dénombré avec l'OIM cette année 2836 morts en Méditerranée centrale seulement. Et en dehors de la Méditerranée, les proportions de morts vont aussi dans le même sens. Donc les migrants ou les jeunes doivent plus écouter le gouvernement que les passeurs. Alors, monsieur le ministre, nos compatriotes vivant à l'extérieur se plaignent beaucoup également des difficultés liées à l'accès à certains documents administratifs. Que faites-vous dans ce sens? Oui, vous voulez parler certainement des déboires de la carte NINA. Vous savez que la carte NINA avait été créée par le gouvernement. C'était d'abord pour sécuriser notre état civil et puis en même temps permettre des élections libres et transparentes. Je viens de dire, je le dis un peu partout, qu'elle n'a atteint ni l'un ni l'autre des objectifs. Donc, tirant les conséquences de cet échec, le gouvernement a décidé de passer directement à la carte d'identité biométrique CEDEAO qui a commencé à être mise en circulation depuis quelques temps. Et cette carte va remplacer et la carte NINA et l'ancienne carte d'identité. En même temps, cette carte permettra, l'érection de la mise en circulation de cette carte va permettre à certains Maliens de l'extérieur de corriger leur état civil. Je dis bien de corriger, mais pas de l'échanger, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans d'autres travers. Le second point, c'est que le gouvernement est en train d'adopter un projet de loi qui a été déjà passé en Conseil des ministres, qui est au niveau du CNT, pour permettre aux Maliens de la diaspora de corriger une fois pour toutes leur état civil. Parce que le problème ne se suffit pas au niveau de l'obtention de la carte d'identité, mais il s'obtient surtout au niveau de l'attachement de la délivrance du passeport à la carte d'identité.
et c'est à la carte Nina. Donc nous allons mettre fin à cela, permettre aux Maliens de l'extérieur de corriger une fois pour toutes leur état civil et avoir aussi des cartes d'identité biométriques au niveau desquelles ils pourront aussi corriger leur état civil. C'est une dernière chance pour les Maliens de l'extérieur, si je vous comprends. Oui, ce n'est jamais un sacrifice de trop, nous serons toujours là pour les Maliens de l'extérieur. Alors que faites-vous pour faciliter également l'investissement des Maliens de l'extérieur au pays? Ces Maliens qui ont réussi à l'étranger mais qui veulent investir au pays. Oui, je dois avouer d'abord qu'en temps normal, les Maliens de l'extérieur investissent plus de 1000 milliards par an. Soit plus que l'aide publique au développement au Mali, surtout dans la région de Caille et dans le secteur de Banamba et dans d'autres régions. Mais depuis la crise de Covid-19 et puis les restrictions actuelles qui ont frappé notre pays, ces chiffres sont tombés à 600 et quelques milliards. Donc c'est pour dire que les Maliens de l'extérieur ont toujours été là. S'ils ont toujours été là pour investir, c'est qu'il y a un État et un ministère de cet État qui les accompagne avec des partenaires. Donc avec les partenaires, nous avons réussi à réinsérer beaucoup de Maliens et nous continuons. Et ils les savent et le département est ouvert à eux. Donc nous avons avec l'Union européenne, avec l'OIM, avec la coopération italienne, la coopération française et d'autres, des moyens qui sont là pour permettre à ces gens d'intervenir et de s'insérer ici. Et la plupart des pays de destination, notamment les pays de l'Europe, sont dans des partenariats avec nous au niveau du département pour vraiment réinsérer la jeunesse ici avant qu'elle ne parte dans cette aventure mortifère. Un message particulier à lancer à nos compatriotes de l'étranger avant de nous quitter, Monsieur le Ministre? Oui, c'est de leur dire que le gouvernement malien est loin d'être contre la migration, mais il veut l'ordonner et l'améliorer. Et puis notre objectif, c'est de faire en sorte que la migration profite aux migrants et au pays. Donc qu'elle soit un instrument de développement durable et au développement du pays, qu'elle aussi lancer un appel pour dire aux jeunes de cesser de quitter les passeurs qui sont des criminels qui vivent de leur sang. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi, merci beaucoup. Je rappelle que nous étions en direct avec le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Alhamdou Ag Ilien, qui nous donnait plus d'informations sur les dispositions prises par le gouvernement pour rapatrier les Maliens en détresse dans certains pays. L'actualité internationale dans quelques instants. Et comme vous le savez, le Burkina Faso a demandé le départ des 400 soldats français du pays. Cette décision des autorités de la transition est soutenue par une grande majorité des Burkinabés. Ils étaient hier des milliers de personnes à battre le pavé pour soutenir le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Bonjour Bourama Traoré. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors comme le Mali et le Burkina Faso veut aussi prendre en main son destin dans la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas? Car on est mieux servi que par soi-même, Ibrahim Traoré. Autrement dit, toute aide qui ne vous aide pas à vous passer de l'aide doit être rejetée, selon Feu Ahmed Sékou Touré, ancien président guinéen. Le peuple burkinabé l'a certainement compris qu'il ne veut plus la France ni l'armée française sur son territoire. Même si Ibrahim Traoré décide aujourd'hui que Sabre reste, le peuple dira non. Ainsi peut-on résumer les sentiments généraux des Burkinabés, descendus hier, vous l'avez dit, massivement dans les rues de Ouagadougou et à l'intérieur du pays pour saluer la décision des autorités relative au départ des troupes françaises du Burkina Faso. À l'appel de plusieurs organisations de la société civile, les manifestants adhèrent à la position ferme du pouvoir et soutiennent sa volonté de mettre les forces de défense nationale en première ligne dans la reconquête des territoires occupés par les terroristes. Pour Franck Calvet Randé, un membre du comité d'organisation, la manifestation de ce samedi est le signe de révolte des Burkinabés et d'autres rassemblements suivront. Nous allons toujours dénoncer ce que nous ne voulons pas et quoi qu'il arrive, nous assumons, a-t-il indiqué. De son côté, Abdel Karim Sampego, un autre manifestant, estime que ce rassemblement n'est pas seulement dirigé contre la politique française, c'est aussi un appel pour les réformes. Nous apportons notre soutien à la transition pour que les réformes vraies puissent être opérées pour la paix, la solidarité et la cohésion sociale au Burkina Faso, précise-t-il. Enfin, les manifestants ont prié pour la bonne marche de la transition au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Bourama Traoré. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce dimanche en Tunisie. En tout, ce sont près de 8 millions de Tunisiens qui sont appelés aux urnes pour ce second tour des législatives. Un scrutin qui se déroule dans un contexte économique et politique morose, alors qu'une majorité de l'opposition a décidé de ne pas y participer. En Libye, les patrons du géant italien des hydrocarbures Eni et de la compagnie nationale de pétrole libyenne NOC ont signé hier samedi un accord historique pour l'exploitation de 2 gisements gaziers au large de la Libye. Alors, quelle peut être la portée de ce protocole d'accord entre ces 2 géants dans le domaine des hydrocarbures? Fouseni et Tunkara, bonjour.
Bonjour Ibrahim, bonjour à tous. En clair, il s'agit du premier grand projet développé en Libye depuis 2000. Avec cette union, le géant italien des hydrocarbures Eni et la compagnie nationale de pétrole de la Libye NOC seront capables de produire dès 2026 entre 750 et 800 millions de mètres cubes de gaz par jour. Lors de cette signature, le patron de la Société nationale libyenne d'hydrocarbures a déclaré que cet accord gazier de 25 ans était l'investissement le plus important dans le secteur énergétique libyen depuis un quart de siècle. Sachez également que ce partenariat qualifié d'historique par bon nombre d'observateurs permettra des investissements importants dans le secteur énergétique, la création d'emplois en Libye et le renforcement de la position du géant italien en hydrocarbures Eni, qui est déjà le premier opérateur avec 80% de la production de gaz libyen. L'accord prévoit l'investissement de 8 milliards de dollars sur une période de 3 ans. Ibrahim Traoré, il faut le rappeler, cette prouesse est l'aboutissement de longues négociations entre les deux parties dans lesquelles il a été pris en compte les intérêts de l'État libyen et les intérêts stratégiques de l'Italie. Autre preuve de l'importance de ce contrat, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a fait le déplacement à Tripoli hier samedi. Une visite de haut niveau, la première de ce type pour l'Italie depuis le déplacement de Mario Draghi en avril 2021. Merci beaucoup, Fouzeni Tounkara, pour tous ces détails. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé ce dimanche en Égypte pour une tournée claire en pleine flambée des violences israélo-palestiniennes avec le mince espoir d'user de l'influence des États-Unis pour tenter d'apaiser les tensions. Lors de son étape au Caire avant Jérusalem et Ramallah, lundi et mardi, Blinken rencontrera le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi que son homologue égyptien Sameh Choukri. L'Égypte étant un intermédiaire historique entre Palestiniens et Israéliens, la situation dans les territoires occupés sera au menu des discussions. Et puis, le pape François a condamné ce dimanche la spirale de la mort grandissante au Proche-Orient en appelant les deux parties du conflit israélo-palestinien à s'engager dans la recherche sincère de la paix. La spirale de la mort qui grandit jour après jour éteint les rares lueurs de confiance qui existent entre les deux peuples, a déploré le pape après la prière de l'Angélus du dimanche sur la place Saint-Pierre à Rome. En Irak, les autorités marocaines ont procédé à la réouverture de leur ambassade samedi dernier. Cette réouverture intervient après 18 ans d'absence. C'est le symbole d'un rapprochement diplomatique entre les deux pays avec plusieurs accords de coopération, n'est-ce pas, Lassina Keita? C'est une avancée significative dans le renforcement des relations diplomatiques entre Marocains et Irakiens. Le Maroc a réouvert son ambassade en Irak après 18 ans d'absence. Cette réouverture s'est faite après des années de discussions et de négociations entre les deux pays et quelques mois seulement après la visite à Marrakech du chef de la diplomatie irakienne. Ce dernier s'était alors positionné sur la question du Sahara occidental en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc, soutenant une solution politique négociée. Une position réitérée encore ce samedi à Bagdad avec à la clé une quarantaine d'accords de coopération et de nouveaux mémorandums signés ce 28 janvier pour renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la sécurité, du commerce, de la diplomatie et des questions universitaires. Le secteur du transport a été pris en compte par les accords avec l'ouverture des lignes aériennes directes entre Bagdad et Rabat, ainsi que la facilitation des procédures d'obtention des visas pour les Irakiens. Il faut rappeler que le Maroc avait fermé son ambassade en Irak suite à l'enlèvement de 2 employés par la branche irakienne d'Al-Qaïda en 2005. L'Irak, de son côté, avait déjà tenté de convaincre Rabat de revenir lors d'un sommet de la Ligue arabe en 2018. Dans l'actualité également, le centre de la capitale péruvienne a été le théâtre d'échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants et les affrontements ont été violents devant le Parlement qui a refusé hier d'entériner la proposition de la présidente d'anticiper les élections à la fin de cette année, une décision que la présidente déclare regretter. On déplore un mort au cours de ces manifestations. Donald Trump donne le coup d'envoi de sa campagne pour la présidentielle de 2024. L'ancien président était hier dans le New Hampshire et en Caroline du Sud, 2 États clés dans les primaires républicaines, alors qu'il semble avoir moins de soutien
que lors de ses précédentes campagnes. C'est donc tout pour l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. Retour à l'actualité nationale, le collectif Baniko Sirako organise ce dimanche un grand rassemblement de reconnaissance aux autorités de la transition à Massigui. Nous sommes dans la région de Dioïla, une rencontre qui fait suite à l'approbation des marchés relatifs aux travaux de construction et de bitumage de la route Dioïla, Kébila et Massigui en Conseil des ministres. Rappelez-vous, le 28 décembre dernier, Mohamed Sangaré est à Massigui pour 13h dimanche. Bonjour Mohamed. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors dites-nous, quelle est l'ambiance actuellement dans le Baniko? Oui, Ibrahim, un mois après l'adoption du décret des travaux de la route Dioïla, Koualé, Kéliba, Massigui, en Conseil des ministres, les Banikois sont sortis massivement aujourd'hui pour montrer leur reconnaissance aux autorités de la transition. Pour la circonstance, des banderoles sont confectionnées avec des slogans qu'on peut lire. Merci aux autorités de la transition. Vive Assimi, vive le Mali. Une rencontre qui a l'allure d'une fête en vaut la peine puisque la route RN30 est tombée dans un état de dégradation avancée et surtout pendant la période d'hivernage. Il faut noter que pour les travaux de réhabilitation des voiries de Dioïla ainsi que la route Dioïla, Kébila et Massigui, le gouvernement va engager plus de 60 milliards de francs CFA. Au total, des entreprises sont sélectionnées pour ces travaux qui vont durer 36 mois. Et l'exécution de ces travaux permettra d'assurer le désenclavement intérieur et extérieur de la zone, d'améliorer la fluidité du trafic et de contribuer à la croissance économique de la 12e région administrative du Mali. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari, en direct de Massigui, dans la région de Dioïla. Massigui qui accueille donc aujourd'hui un grand rassemblement de reconnaissance aux autorités de la transition. L'actualité des sports dans quelques instants. Les sports avec vous, Famourou Djourté, bien installé. Hein? Très bien, Ibrahim Traoré. Alors du foot d'abord, à l'issue des quarts de finale passionnants et riches en surprises. On connaît désormais les affiches des demi-finales du CHAN 2022 en Algérie. En effet, les demi-finales auront lieu mardi 31 janvier 2023. En première heure, ce sera Algérie-Niger à 16h GMT au stade Miloud Adefi d'Oran. Retrouver l'Algérie, pays hôte à ce stade de la compétition, est tout sauf une surprise. Pourtant, après leur sans faute en phase de groupe, les hommes de Majid Bouguera ont terriblement souffert en quart de finale contre la Côte d'Ivoire avant de voir le bout du tunnel sur un penalty libérateur d'Ayman Mayous dans le temps additionnel. 1-0, c'est le score final. Alors expulsé, le gardien titulaire Guendouzi sera absent contre le Niger et même en cas de finale pour l'Algérie où le match pour la 3e place puisqu'il a reçu un carton rouge direct en quart de finale, alors que le carton rouge direct c'est 2 matchs de suspension, mais on ne sait pas ce que le règlement spécial du CHAN prévoit dans ce sens. En face, le Niger vient de réaliser une performance inédite en se qualifiant pour le dernier carré. En quart, le MENA a battu le Ghana par 2-0. Les deux équipes n'ont pas encore encaissé de but dans ces tournois. Il s'agit bien sûr de l'Algérie et du Niger. Sénégal-Madagascar se jouera à 19h au stade Nelson Mandela de Baraki. Les deux sélections ont validé leur billet pour la demi-finale en appliquant le même plan de jeu. Laisser le ballon à l'adversaire pour le surprendre en contre. Cela a donné un succès convaincant aux Malgaches 3-1 face aux Mozambicains. En revanche, le Sénégal a subi et souffert avant de gagner 1-0 contre la Mauritanie qui méritait mieux dans cette rencontre. Les Lions locaux vont devoir élever leur niveau pour ne pas subir de mauvaises surprises face à des Barrières qui réalisent un parcours incroyable pour leur première participation au tournoi. Alors, vous parliez à l'instant de l'absence du gardien algérien et il n'est pas le seul. Le sélectionneur devra faire sans un autre cadre de son effectif. Hein? Oui, c'est un autre coup dur pour l'Algérie. À 48 heures de sa demi-finale du CHAN contre le Niger, le pays hôte de la compétition vient d'apprendre qu'il ne pourra plus compter sur son taulier Ahmed Kendoussi. Et pour cause, le milieu de terrain de 23 ans vient de quitter son club de l'Espérance sportive Sétif pour rejoindre Al Ahly d'Égypte dans le cadre d'un transfert estimé
estimé à 1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA. Il a signé pour 4 ans. Puisqu'il n'évolue plus dans le championnat local, le Fennec devient par conséquent inéligible pour la suite de la compétition, comme cela avait été par exemple le cas de l'international malien Mamadou Doumbouya, l'homme braillé pour les intimes, lui aussi transféré en plein CHAN il y a quelques jours. L'Algérie perd donc un titulaire indiscutable qui avait démarré 3 des 4 matchs du tournoi, à l'exception de celui face au Mozambique, car Bouguera avait fait tourner son effectif. Kendoussi pourrait effectuer ses débuts avec son nouveau club dès mercredi face aux Australiens d'Auckland City à la Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler au Maroc. Mohamed Makasouba, le technicien malien du FC Lupopo, a convoqué 33 joueurs pour un stage de préparation à Tunis. Le FC Saint-Éloi Lupopo a lancé sa préparation en prévision de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération qui démarre le 12 février. Les cheminots ont entamé ce week-end leur stage de préparation dans la ville tunisienne d'Hamamé avant d'être reçus le 12 février par le club algérien de l'USM Alger pour le compte de la première journée du groupe A. Et pour ce stage, l'entraîneur du club congolais, le technicien malien Mohamed Magasouba, ancien sélectionneur des Aigles du Mali, a retenu 33 joueurs, dont 7 qui ont participé à la 7e édition du CHAN en Algérie avec la RDC. Ce stage va permettre au club de Lubumbashi de s'acclimater avant de se rendre en Algérie qui est en plein hiver. Et je rappelle que Mohamed Magasouba est avec un autre Malien en République démocratique du Congo. Il s'agit de Mahamadou Sidibé Dimaha, ancien gardien de but des Aigles du Mali. Concernant la compétition elle-même, c'est l'AS Real de Bamako qui représentera le Mali dans ce tournoi. Cette année, les Scorpions évolueront dans le groupe D en compagnie de l'US Monastir, du TP Mazembe et de Young Africans. Basketball NBA, Joel Embiid lance un message fort pour le titre de MVP. C'est un combat de titans et à la fin, c'est Joel Embiid qui a gagné face au Denver de Nikola Jokic, double MVP en titre. Philadelphie l'a emporté 126-119. Le Camerounais a tout simplement été monstrueux dans cette rencontre. 47 points, 18 réponses, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres. Des chiffres hallucinants qui donnent le tournis. D'ailleurs, Embiid a inscrit 28 de ses 47 points en seconde période alors que les Sixers avaient 15 points de retard à la pause. Lancé sur la question de sa rivalité avec le Serbe Nikola Jokic, face à la presse, Embiid a tenu à clarifier certaines choses. Ce n'est pas une rivalité, je l'adore, il est double MVP en titre. On voulait juste voir où on était face à la meilleure équipe de la conférence Ouest. Je pense qu'on a une chance cette année, à nous de rester concentrés. Toujours en NBA, Toronto s'est offert un succès précieux la nuit dernière. En NBA, les Raptors sont allés gagner à Portland 123-105. Alors si Pascal Siakam a livré une belle prestation avec 24 points, c'est bien Precious Achiufa qui a été le plus déterminant. Le Nigérian s'est offert un double-double, 27 points et 13 rebonds en 33 minutes. Un match plein pour le joueur de 23 ans puisque c'est tout simplement son record de points en carrière. Tennis, victoire tout à l'heure, de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Oui, Novak Djokovic vient de remporter l'Open d'Australie à Melbourne face à Stefanos Tsitsipas en 3 manches, 6-3, 7-6, 7-6. C'est le 10e Open d'Australie et le 22e titre du Grand Chelem de Djokovic, le Serbe de 35 ans qui redeviendra numéro 1 mondial lundi, compte désormais le même nombre de majeurs que l'Espagnol Rafael Nadal. Et terminons cette actualité des sports avec cette note de tristesse. Les obsèques de Modeste Mbami, ancien joueur du Cameroun, ont eu lieu hier samedi à Yaoundé. Oui, le Camerounais a été inhumé à Yaoundé, la capitale camerounaise, ce samedi. Les obsèques du champion olympique des 1000 ont drainé du monde, notamment de nombreux anciens internationaux, parmi lesquels ses coéquipiers en sélection. Par contre, une légende a manqué à l'appel. Il s'agit de Samuel Eto'o. Présent il y a quelques jours en Algérie à la faveur du CHAN 2022, le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas retourné dans son pays après l'élimination du Cameroun au CHAN par le Niger. Eto'o s'est rendu directement à Paris où il a assisté vendredi à un gala de charité organisé par la fondation du footballeur français Presnel Kimpembe. Alors quant à Modeste Mbami, il dort désormais sous la terre car un lion ne meurt jamais. Il dort. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Focus Santé. Comment éviter l'hypertension artérielle? Quelle conduite à tenir pour un hypertendu? La réponse dans Focus Santé en rediffusion, une réalisation de Baraki Sawata.
Des vertiges, des bourdonnements dans les oreilles, des maux de tête qui tendent vers la nuque ou vers le front. Voilà les différents visages que montre généralement l'hypertension artérielle pour prévenir sa victime. Mais attention, n'est déclaré hypertendu qu'une personne dont la tension dépasse les 140/90 et lorsque la tension est prise au moins 2 fois. Dr Ibrahim Fall, spécialiste en médecine de famille et communautaire, chef de l'unité de médecine au CCRF de la commune 3 du district de Bamako. Quand la personne vient tout de suite, quand il prend la tension, tu es obligé de faire reposer la personne pendant 15 minutes pour encore reprendre si c'est les mêmes chiffres. Et c'est là seulement que tu peux déclarer que la personne est hypertendue. Mais il y a une chose aussi à éviter, c'est-à-dire la peur de la blouse blanche. C'est-à-dire une personne qui vient en consultation, il peut avoir peur de la blouse. Donc il est anxieux, et le cœur se met à s'accélérer, il a peur. Donc ça peut faire que la tension peut s'élever. Donc il faut rassurer cette personne. Dans la majorité des cas, l'hypertension est favorisée par des facteurs de risque. Dr Ibrahim Fall, spécialiste en médecine de famille et communautaire, chef de l'unité de médecine au CCRF de la commune 3 du district de Bamako. Premier facteur de risque, c'est le surpoids. Deuxième facteur de risque, c'est l'âge. Troisième facteur de risque, c'est le tabac. Quatrième facteur de risque, c'est l'alcool. Et ensuite, la prise de pilules aussi peut favoriser l'hypertension artérielle. Ensuite, il y a la sédentarité, c'est-à-dire une personne qui est sur place, qui ne bouge pratiquement pas et qui ne fait pas de sport, le stress du travail. Selon le médecin, 90% des cas d'hypertension sont sans cause. On l'appelle l'hypertension artérielle secondaire. Et dans ces cas, la maladie peut disparaître lorsque les causes sont traitées. L'hypertension artérielle est aussi appelée la tueuse silencieuse. Dr Ibrahim Fall. 80% des malades ignorent qu'ils sont hypertendus. Et sur les 20% que nous avons, que nous traitons, seulement 10% sont observants par rapport au traitement. À la question de savoir le lien entre le sel et l'hypertension, Dr Fall répond. Si vous préparez, vous ne mettez pas de sel. L'organisme a peut-être besoin de 2 grammes. Mais déjà, une alimentation, notre sauce et tout ce qu'il y a comme chou, comme magie, déjà ça va jusqu'à 5 grammes. Un hypertendu équilibré n'a pas besoin de faire un régime sans sel strict. On dit régime mi-salé ou bien régime peu salé. En pratique, on dit à la personne, à partir de 16 heures, il ne faut pas consommer le sel. Parce que le fait de ne pas aussi consommer le sel a ses conséquences. Donc, seules les complications liées à l'hypertension, comme l'insuffisance cardiaque, on lui dit régime sans sel strict. Les conséquences de l'hypertension artérielle sont énormes et dangereuses et sa prise en charge est multidisciplinaire. Dr Fall. Ces complications sont d'ordre cérébral, d'ordre rénal, d'ordre cardiaque et d'ordre sensoriel, c'est-à-dire les yeux. Donc voilà les organes cibles de l'hypertension. Le cerveau, c'est quoi? C'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire où il y a l'accident vasculaire cérébral hémorragique et l'accident vasculaire ischémique. Quand c'est cardiaque, le malade est confié au cardiologue. Quand c'est rénal, le malade est donné au néphrologue et le néphrologue fait son travail. Après, il le renvoie soit au généraliste, soit au médecin cardiologue. La plupart du temps, les patients sont reçus au stade de complication. Le traitement de l'hypertension dépend du niveau de complication. Aujourd'hui, on parle de monothérapie, c'est-à-dire une seule molécule. On parle de bithérapie où c'est 2 molécules. On parle même de trithérapie. Ces molécules sont utilisées en fonction des grades. Mais si j'ai un conseil à donner à mes confrères qui sont dans les coins éloignés, qui sont dans les niveaux périphériques, il y a une molécule que les gens utilisaient il y a longtemps pour la prise en charge de l'hypertension artérielle qui a été abolie. Il faudrait que les gens pensent à ne pas les mettre dans la prise en charge de l'hypertension artérielle saine. C'est les furosémides, c'est ce qu'on appelle les diurétiques de Lens. Il faudra vraiment l'enlever dans la prise en charge de l'hypertension artérielle saine. Le traitement de l'hypertension vise à sauver les organes nobles, c'est-à-dire le cerveau, les reins ou les yeux. Au-delà, le patient doit impérativement éviter les facteurs de risque tels que l'obésité, la sédentarité. Focus santé. 13h39 sur Radio Mali. C'est donc tout pour ces 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré,
À la réalisation, Lassina Keita. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. À la mise en onde, Absé Traoré. Passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Et tout de suite, retrouvez Famourou Djourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. Très bon moment de radio en notre compagnie. Au revoir.